Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième webinaire qui est organisé en collaboration avec Sonia Anquinet de 100 000 entrepreneurs et Florian de YouStart. Donc, c'est une émission qu'on propose une fois par mois avec un entrepreneur inspirant. Et alors, je vais passer justement la parole à Sonia qui va un peu expliquer qui est notre invité de ce soir et faire un petit tour d'horizon là-dessus. Tout à fait. Merci. Alors, bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire inspirant qui a pour thématique « Apprendre à ne pas avoir peur d'entreprendre et croire en ses valeurs ». Alors, nous allons passer un moment avec Sébastien Collen qui a créé Collen MacArthur. C'est un entrepreneur liégeois qui remonte le temps pour honorer ceux qui ont marqué notre histoire commune. Et alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire quand même quelques présentations. Donc, comme tu l'as bien dit, Lionel, nous sommes 3 à organiser ceci. Donc, c'est 3 ASBL dont l'objectif commun est d'être présent pour les élèves et les étudiants à travers des démarches qui permettent d'élargir la vision sur leur future vie professionnelle. Alors, tous les 3, nous avons des activités respectives, bien sûr, mais nous collaborons aussi ensemble pour le projet Génération Entreprenante qui est mis en place par l'asso Walfin. Alors, pour les étudiants qui nous écoutent et qui sont déjà inscrits sur Badgie, vous pourrez scanner le QR code qui vous sera proposé en fin de webinaire et vous pourrez ainsi ajouter des badges qui vous permettront de valoriser votre présence ce soir. Et pour les autres étudiants qui ne connaissent pas encore Badgie, il s'agit d'un outil qui vous aide à développer vos compétences entrepreneuriales. Donc, je vous inviterai aussi à scanner le QR code et à vous inscrire sur cette plateforme. Et vous verrez, cela pourra vous être très, très utile dans votre futur CV. Alors, ce webinaire a donc pour but de vous inspirer en stimulant votre vision entrepreneuriale et en vous permettant de prendre conscience de qui vous êtes grâce au témoignage de Sébastien. Alors, pour poser les questions à l'invité de ce soir, donc il y a Lionel de chez les Jeunes Entreprises, ASBL, Florian, donc de chez YouStart Liège, et moi-même, Sonia, de chez 100 000 Entrepreneurs. Alors, j'en profite également pour remercier les nombreux partenaires qui vous permettent de découvrir la rencontre à travers le live Facebook qu'ils partagent également sur leur page. Et du coup, je m'adresse aussi à la communauté de spectateurs qui nous suivent. N'hésitez pas durant le webinaire à poser toutes vos questions. Donc, ceux qui suivent sur Zoom, vous les posez dans le chat de Zoom. Et ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, vous posez aussi vos questions via ce biais-là. Et nous, on s'occupe de pouvoir relayer l'information ici dans l'émission Zoom de ce soir. Alors, c'est parti. Sébastien, je m'occupe de faire une première présentation de toi. Donc, tu t'appelles Sébastien Collen, tu as 37 ans, tu es originaire de Bassange, ici en province de Liège, et tu es le fondateur de la maison horlogère Collen MacArthur. Donc, c'est un magnifique concept, qui fait parler de lui bien au-delà de nos frontières. Alors, pour parler de ton parcours, donc après un parcours scolaire assez exemplaire, tu as rejoint en 2011 une multinationale américaine en tant que country manager, c'est-à-dire que ton boulot consistait à développer l'entreprise à l'étranger. Bien sûr, tu m'arrêtes si je me trompe. Et en 2013, de plus en plus curieux avec l'âge et en plus issu d'une famille d'entrepreneurs, tu décides de créer ton propre business en même temps que ta fonction de manager. Du coup, 3 ans plus tard, tu prends une décision qui n'est pas toujours simple, c'est de quitter ton métier, tu n'étais plus trop en accord avec tes valeurs et ton mode de vie pour te consacrer full-time à ton propre projet. C'est un choix de vie qui n'est pas toujours évident à prendre. Et d'ailleurs, pour toi, patience, sacrifice et persévérance sont les maîtres mots qui définissent cette période. On y reviendra un peu plus tard. Donc, Sébastien est là pour partager avec vous son histoire, tout en répondant à la question suivante: comment faire du temps son allié quand la vie semble être si courte? Donc, il a choisi cette thématique en faisant référence, bien sûr, au domaine dans lequel il se passionne, tout en exprimant ce sentiment de courir sans cesse après le temps pour en faire une success story et venir concurrencer ainsi les géants suisses vus comme un establishment. On peut dire qu'en Belgique aussi, nous avons notre concepteur de montres commémoratives. Lionel, je te laisse poser la première question. Allez, c'est parti. Donc, on commence justement ce webinaire. Et moi, Sébastien, je vais un peu m'intéresser, on va dire, à ton enfance. Donc, on va dire au niveau de ta scolarité, etc. Qui étais-tu, quel enfant étais-tu, on va dire, plus jeune? Avais-tu des projets, avais-tu des rêves? Et au niveau de l'entrepreneuriat, comment sentais-tu ce challenge-là? Ok, alors bonsoir tout le monde déjà. Toute petite correction, c'est 36 et pas 37.
Je tiens à mes 36. J'ai encore 6 mois à avoir avant mes 37 ans. Donc, au niveau, alors pour répondre à ta question, au niveau scolaire, les secondaires n'ont pas été forcément des années faciles, je dirais pas douloureuses, mais pas faciles non plus. J'étais pas vraiment exemplaire, difficile peut-être à me concentrer pendant les cours et à m'intéresser aux différentes matières. Donc on ne peut pas dire que j'étais l'élève modèle. D'ailleurs, la petite anecdote, j'aurai quelques petites anecdotes durant la prise de parole. 4e secondaire, je me retrouve en seconde session. Et c'est un peu pour montrer que de temps en temps, il est bon de doubler parce que la maturité n'est pas forcément là. Et donc, 4e secondaire, je suis en seconde cesse et mathématiques forcément. Et du coup, le professeur vient près de moi et me dit, écoute, tu réponds à la moitié des questions et c'est bon, tu passes. Sous-entendu, tu fais 50% et tu passes ton année. Et moi, je l'ai pas entendu de cette façon. C'était genre, tu choisis parmi les 14 questions, 7 questions sur ton questionnaire. Et si ça se passe bien, tant mieux pour toi, quoi. Et au final, non, c'était les 14 questions que j'étais censé répondre et avoir simplement les 50%, quoi. Et donc, j'ai raté ma 4e secondaire à cause de ça. Et je pense que ça m'a été très utile parce que peut-être que j'étais un peu trop avancé par rapport, à une question de maturité. Donc, je pense que ça m'a été bénéfique. Donc, doubler n'est pas forcément une mauvaise chose. Et donc, 6e secondaire, je me suis retrouvé passer vraiment par le petit trou de la serrure. Et c'est juste parce qu'il y a un de mes potes qui m'a dit, écoute, moi de mon côté, je veux faire des études d'ingénieur, ne sachant quoi faire de mon côté. J'ai dit, écoute, je te suis. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes études d'ingénieur. À savoir aussi qu'à l'âge de 16 ans, quand j'ai doublé ma 4e, j'avais demandé à mes parents d'arrêter l'école. Et d'aller travailler en tant qu'apprenti. Et donc, c'est mes parents qui m'ont forcé à finir ma scolarité. Et donc, je peux dire au jour d'aujourd'hui que mes parents jouent un rôle primordial dans l'évolution de ma vie, que ce soit estudiantine ou professionnelle. Et donc, j'ai commencé mes études en ingénieur industriel à l'ISIL. Et cette année-là, j'ai rencontré une demoiselle qui, on va dire, m'a retourné un petit peu la tête. Et donc, du coup, de mauvais élèves, je suis passé à élève exemplaire. Et donc, je me suis vraiment focalisé sur les études et je les ai passées les 4 années en une seule fois sans seconde cesse. Comme quoi, de temps en temps, les dames peuvent avoir un impact très positif. Et donc, terminer ces études-là, je me sentais pas prêt à aller travailler. Et donc, j'ai décidé, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire la passerelle vers ingénieur civil. Et donc, j'ai fait la passerelle à l'université. Là, c'était 2 ans. Et une fois que j'ai fini ingénieur civil en énergétique, je me sentais toujours pas prêt. À croire que j'étais un peu en retard surtout. Et donc, j'ai décidé de faire la passerelle en HEC entrepreneur, qui était une année de management, qui me donnait un petit peu tous les outils nécessaires si un jour je voulais lancer ma société. Ça a toujours été une envie puisque j'ai été élevé dans une famille d'indépendants et peut-être qu'on m'a refilé le virus depuis que je suis tout petit, quoi. Donc les études au final au début ont été un petit peu scabreuses et au fil des années, ça va, je suppose. Au fil des années, il est de mieux en mieux et donc ici c'est un petit peu ce qui s'est passé et donc j'ai pas mal terminé mon cursus scolaire au final, quoi. On peut le dire, un étudiant très exemplaire. Sur la fin. Nickel. Florian, tu as peut-être une question justement à poser à Sébastien là-dessus? Oui, donc Sébastien, bonsoir. Donc tu l'as un peu compris, on va un peu détricoter toute ta vie pour essayer d'avoir réponse à nos questions et vraiment donner confiance à nos auditeurs. On va faire un petit saut dans le temps et on arrive en 2011 où tu rejoins une multinationale, Halliburton, ou en bon français Halliburton, comme Sonia l'a dit tantôt. Et on aimerait bien un peu savoir ton expérience au sein de cette multinationale et plus précisément le rôle que cette expérience a joué pour la suite de ton aventure finalement. Ok. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que ma première expérience professionnelle s'est soldée par un échec, à savoir que j'ai terminé HEC entrepreneur et 3 mois plus tard, je tentais une mission dans une petite PME dans le bassin liégeois qui était dans tout ce qui était le technilevage.
Et donc l'idée c'était une société qui ne se portait pas très bien financièrement, et donc l'idée était redresser, rétablir une stratégie de croissance et rétablir un petit peu l'activité de cette société. Et donc lorsque j'ai commencé, je me suis trouvé confronté à une personne qui était à la tête de la société et qui avait du mal à avoir un petit jeune, ce que je peux comprendre, hein, ce que je respecte, mais avoir un petit jeune qui amène un petit peu sa stratégie pour rétablir un petit peu l'activité. Et donc, après 2 mois, on va dire qu'on est allé un petit peu à contresens, la personne en question et moi-même. Et donc, après 2 mois, j'ai remis ma démission parce que ça ne se passait pas bien du tout. Et donc, c'était une belle leçon de vie parce qu'après 7 années d'études, donc j'ai fait 7 années d'études. Et donc, en sortant des 7 années, on sort de là, on se dit, bon, ça y est, on va tout exploser, ça va se passer nickel. Et au final, pas du tout. Et donc, je pense que ça a été une belle claque pour moi et une belle remise en question de se dire, finalement, rien n'est acquis. On a beau faire des belles études, ça ne veut rien dire du tout. Et je suis maintenant, aujourd'hui, le premier à dire que les études ne veulent rien dire en soi. C'est plus une question de persévérance, d'ambition et de volonté qui fait toute la différence et pas forcément le diplôme. Et donc ensuite, j'ai commencé à les interviews pour accéder à ce poste chez Halliburton. Donc c'était de nouveau un coach que j'avais rencontré pendant les études d'HEC Entrepreneur, qui donnait un coach de leadership, qui travaillait à Houston et qui venait nous donner cette formation. Et à la fin de l'année, m'a dit, écoute, j'ai peut-être une place pour toi chez Halliburton, est-ce que ça te dit? Les conditions étaient d'être un électron libre, de ne pas forcément avoir d'attache en Belgique, d'être prêt à suer en quelque sorte, et à voyager un petit peu partout dans le monde. Et donc, à 26 ans, je pense que c'est un rêve pour tout le monde de pouvoir voyager, de découvrir de nouvelles choses. En tout cas, pour ma part, j'avais vraiment envie de découvrir un petit peu des nouvelles choses. Et donc, en février 2011, le 11 février, je commence à travailler chez Halliburton. Et donc là, ça a été pendant un mois, j'ai été à Bruxelles pour faire tous les check-ups au niveau vaccin, au niveau passeport. Et donc, après un mois à Bruxelles, on a commencé un petit peu à me trimballer partout. Donc, j'ai été 10 jours en Espagne, et puis ensuite, ça a été 2 semaines en Hollande, et puis ensuite, ça a été 1 mois en Malaisie, à l'université de Petronas à Ipoh, et puis ça a été 1 mois en Indonésie à Balikpapan, et puis ensuite, on m'a envoyé pendant 6 mois au Texas, où là, j'ai suivi aussi des cours au sein de l'université d'Hallyburton pour devenir ingénieur en complétion. Une fois cela terminé, j'ai été 2 semaines encore en Louisiane avant d'être parachuté. Là, c'était la grosse surprise au Cameroun, en Afrique subsaharienne. Et donc là, c'est un petit peu, quand je dis une nouvelle expérience, là, ça fait même un petit peu peur, hein, quand on vous dit tu vas aller au Cameroun. En général, lorsqu'on n'a jamais été là-bas, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais au final, ça s'est très très bien passé. J'ai été un petit peu, c'est vrai, on m'a envoyé là-bas, on m'a dit en quelque sorte, maintenant tu te débrouilles parce que tu as été formé pendant 1 an, tu es censé pouvoir aller chez le client et pouvoir répondre à ses besoins. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation quand même, que ce soit au niveau de la culture, au niveau du mode de vie qui change énormément, et puis au niveau aussi du boulot, qui est un tout nouveau boulot. Et même après 5 années d'ingénieur, ce qu'on apprend dans le milieu de l'oil and gas, de la complétion plus précisément, ça n'a rien à voir. On nous donne peut-être les outils mathématiques et les connaissances de base pour la physique et la chimie, mais après le reste, on doit apprendre tout de A à Z. Et donc, ça a été vraiment un nouveau territoire, vraiment un nouveau landscape, on va dire, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. Donc, c'était très, très excitant, bien que contraignant. Donc, je travaillais 5 semaines, 7 jours, 12 heures par jour, et ensuite, j'avais 5 semaines de congé. Donc, c'était un système de rotation. Pendant mes 5 semaines de congé, c'était mon back-to-back qui s'appelait Madan, qui était un Indien, et qui, donc, pendant mes 5 semaines de congé, me remplaçait, et puis moi, je le remplaçais pendant ces 5 semaines de congé. Donc, on travaillait en back-to-back comme ça, pour ensuite, au final, c'était travailler 6 mois sur l'année, non-stop, et puis avoir, en quelque sorte, 6 mois de congé qui m'a permis, sur le côté, de lancer Colin MacArthur. Ok, justement, je vais en parler, du coup, Florian, l'introduction, c'est que, en fait, très vite, parce que tu as eu une super expérience où tu as pu voyager, découvrir plein de choses, mais très vite, comme tu dis, tu lances Colin MacArthur. Et c'est comment était venue cette idée de projet par rapport à ton parcours? Attends, tu peux rallumer ton micro, par contre, déjà, parce que tu l'avais coupé. Donc voilà, cette idée et comment le lances-tu?
Alors, l'idée à la base vient d'une autre personne. Donc, et c'est là aussi qu'on se rend compte que le networking est indispensable dans la vie. Je pense que c'est quelque chose qui est primordial et ça fait partie vraiment des éléments essentiels pour une réussite professionnelle. C'est d'avoir la bonne opportunité, la saisir au bon moment. Et pour ça, je pense qu'il faut être ouvert aux gens, il faut être ouvert aussi aux nouvelles idées, aux opportunités qui peuvent se présenter à nous. Et donc, en fait, c'est Ian Wood, qui était mon partenaire de l'époque, et j'expliquerai pourquoi de l'époque, qui en fait est un Anglais qui avait fait 10 années dans la garde royale de Buckingham Palace. Donc, il a servi la reine, c'était les fameux soldats, et c'est toujours d'ailleurs les fameux soldats à Buckingham Palace habillés de rouge avec leur fameux chapeau noir. Donc, il a servi la reine pendant 10 ans et pendant ces 10 années-là, avait des cours du soir d'horlogerie. Et une fois qu'il a fini ces 10 années au service de la reine, pour une histoire de cœur, il est venu s'installer en Belgique où il a tenu une bijouterie pendant 30 ans. Et il a commencé à confectionner des bijoux, également des montres, pendant une trentaine d'années. Et donc, à 65 ans, il avait déjà essayé de lancer d'autres marques par le passé. Ça s'est soldé par un échec. Peut-être le mauvais partenaire ou peut-être le mauvais moment pour lancer l'idée sur le marché. Et donc, à 65 ans, il voulait lancer une montre pour les Scots-Guards. Les Scots-Guards qui est un des régiments de la garde royale de Buckingham Palace. À 65 ans, le problème, c'est aller devant les banques et demander de l'argent, c'est très compliqué aujourd'hui. Et donc, il a mis en place ce qu'il appelle le duo blending, qui était d'associer l'expérience d'une personne de 65 ans et la hargne et l'envie d'entreprendre d'un jeune d'une trentaine d'années. Et donc l'idée, il a envoyé un email à la newsletter des alumni d'HEC. Tous les alumni d'HEC ont reçu ce mail en 2011. Demandant, voilà, je cherche un associé pour lancer une marque, pour lancer une montre pour les Scots-Guards. Moi, j'ai trouvé l'idée sympa. Et je travaillais déjà pour Halliburton à ce moment-là. Mais voilà, je trouvais l'idée sympa et pourquoi pas en faire un hobby. Et donc, j'envoie un mail et voilà, on devait un petit peu expliquer qui l'on était, l'expérience qu'on avait. Et donc, j'ai aussi mentionné que j'avais eu l'occasion de faire une formation de 3 mois à Glasgow, en Écosse, et d'où Ian Wood, je ne le savais pas à ce moment-là, mais Ian Wood était d'origine d'Écosse. Et donc, je pense que ça a été un petit peu l'atome crochu qui a fait que finalement, je ne sais pas combien de demandes il a reçues, mais finalement, de fil en aiguille, on a travaillé ensemble. Et donc, en 2011, on a commencé à travailler sur ce fameux projet de montres qui, à la base, étaient des montres communautaires, non pas des montres commémoratives. Et ça, j'y reviendrai plus tard, comment est-ce qu'on a switché de montres communautaires à des montres commémoratives. Mais voilà un petit peu la genèse de Colin MacArthur et comment est-ce qu'on a débuté. Et donc, 2011, on commence à travailler sur ce projet. Et il a fallu attendre jusqu'en 2013 pour créer la société qui était une SPRL. Et finalement, on a travaillé sur un business plan qui a été présenté en juillet. Alors, la petite anecdote aussi, elle est pas mal aussi, c'est que je travaillais déjà au Cameroun à ce moment-là, en 2013, et je voulais lancer une société sur le marché anglais. Et donc, j'ai contacté notre banquier de la famille, et j'ai demandé un rendez-vous pour présenter une idée de business, quoi. Et donc, j'arrive avec mon business plan en main, et donc la personne me reçoit dans son bureau, elle me dit « Bon, monsieur Colin, je veux quand même prendre le temps de vous écouter, mais un Belge qui habite au Cameroun et qui a envie de lancer un business en Angleterre, j'y crois très peu. Mais bon, voilà, je vais quand même vous écouter. » Et donc, j'arrive avec mon business plan. Et donc, on présente pendant, à mon avis, au moins une heure et demie, le business plan. Et après l'heure et demie, il me dit « Écoutez, monsieur Colin, je crois que vous m'avez convaincu. Vous avez un business plan qui est très bien ficelé. Je vous suis, mais je dois quand même soumettre la demande à la Sewalfin comme garantie sur l'emprunt. Parce que je voulais une garantie qui ne vienne pas de nous. » Et finalement, la Sewalfin n'ayant pas été là pendant la présentation, c'est plus le banquier qui a dû défendre le projet, n'a pas été accepté. Et là aussi, une petite parenthèse, c'est que il y a beaucoup de fois où on a des investisseurs ou des banques qui ne suivent pas forcément le projet, mais plus l'entrepreneur. Et ça, c'est très important parce que on peut très bien avoir une très bonne idée, mais très mal la marketer. On
on peut très bien arriver à un succès. Par contre, et la plus mauvaise idée, non, excusez-moi, c'est l'inverse. Une très bonne idée mal marketée, vous n'arriverez à rien. Mais par contre, avoir un mauvais produit qui est superbement bien marketé, vous pouvez très bien arriver à un magnifique succès. Et ça, c'est très fort lié aussi aux porteurs de projet. Et donc, enfin voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et donc voilà, entre 2013, on n'a pas eu finalement ce financement pour lequel Ian Wood m'avait recruté en quelque sorte. Et donc au final, c'est moi qui ai mis mes billes dans Colin MacArthur pour démarrer. Et lorsque j'ai mis mes billes dans Colin MacArthur pour démarrer, j'ai dit ok, moi je veux bien mettre cette somme. C'était entre 20 et 30 000 euros. Et j'ai dit écoute, voilà, la société n'existe pas encore. En tout cas, on ne sait pas le potentiel que ça a, mais malgré tout, je veux bien mettre 30 000 euros sur la table, mais en échange, je te rachète 10%, c'est en quelque sorte du capital à risque, et donc en échange, moi, je récupère 10% de ses parts. Donc, c'est comme ça qu'on est passé à 60-40 dans une SPRL, qui aura une importance primordiale par la suite que j'expliquerai par après. Ok, ben merci. En effet, du coup, 2011-2013, bien mouvementé, là. Bien mouvementé, oui. Lionel. Oui, justement. Alors, moi, j'ai une toute petite question. On va passer au point justement suivant, qui est un petit peu le bonheur au travail en tant même qu'entrepreneur. Tu en penses quoi, Sébastien? Comment tu te positionnes à ce niveau-là par rapport au bonheur dans ta nouvelle fonction, etc. Alors, pour ça, si tu le veux bien, je vais un petit peu expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je travaille pour Halliburton avec Colin MacArthur plus comme hobby après journée lorsque j'avais du temps, avec Ian Wood qui lui restait en Belgique pour s'occuper de l'opérationnel. Et donc, je travaille au Cameroun pendant 2 ans et demi. On travaillait en même temps sur Colin MacArthur qui, comme hobby, voilà, c'était un petit business qui faisait, on est arrivé peut-être à 30-40 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on était très loin d'avoir un business très florissant qui nous puisse permettre d'en vivre. Mais voilà, malgré tout, c'était chouette, c'était sympa comme projet. Par contre, Ian Wood, lui, ayant entre 65 et 70 ans à ce moment-là, avait une vision beaucoup plus court terme. Moi, une vision beaucoup plus long terme, puisque étant plus jeune, j'ai plus de temps devant moi, en théorie. Et là aussi, on a eu des clashs par après, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais avoir une vision différente amène aussi beaucoup de complications dans une association avec une personne. Et donc, moi, je continue à travailler pour Halliburton. Me voilà en 2014, je me vois invité par Halliburton pour aller au Texas pendant une semaine pour faire une review des chiffres de l'année précédente et un forecast de l'année suivante. Et dernier jour de cette semaine à San Antonio, au Texas, on remet les prix à certaines personnes qui se sont distinguées pendant l'année et ne m'y attendais même pas du tout. Je reçois le prix de la Rising Star chez Halliburton et donc on me voilà invité pour aller à Hawaï pendant une semaine avec les vice-présidents et le CEO de chez Halliburton. Et pendant cette semaine-là, on me dit que je suis promu Operation Manager du Gabon. Donc on me dit, est-ce que ça t'intéresse d'aller vivre? Ce n'est plus un système de rotation de 5 semaines, mais là c'est plus prendre tes affaires en Belgique et aller t'installer au Gabon. Et donc, moi, j'ai accepté les bras ouverts. Et donc, me voilà travailler au Gabon. Donc, tout ça, l'un dans l'autre, c'est un endroit qui était sympa. Gabon, c'était en bord de plage. Une situation professionnelle, donc directeur de département, c'était un département qui avait peut-être une douzaine de personnes. On faisait un chiffre de plus ou moins 13 millions de dollars. Donc, responsabilité qui était très sympa pour, à cette époque-là, j'avais 30 ans. Et un revenu, voilà, c'est dans l'oil and gas, dans le pétrole en tant qu'expatrié en Afrique, avec tous les bonus l'un dans l'autre, c'était un revenu qui était très, très confortable. Et Colin MacArthur, plus beaucoup de temps de m'en occuper puisque mes responsabilités avec Colin MacArthur, avec Halliburton augmentaient. Et donc, Colin MacArthur commençait un petit peu à décliner. Voilà, ça vivotait, quoi. Et je n'avais plus forcément le temps de m'en occuper. Et donc, il y avait commencé à avoir cette dualité entre évoluer dans une corporate, bien évoluer dans une corporate, ou te lancer en tant qu'entrepreneur. Et on va dire que c'est surtout
des jours où on allait boire un verre en week-end, où je buvais peut-être un petit verre de trop, où je deviens peut-être un peu plus émotionnel, c'est moi. Mais quand je buvais un petit verre et que je rentrais à la maison, ça n'allait pas. Il y avait quelque chose qui clochait, je n'étais pas droit dans mes bottes. Mais vraiment, je le ressentais très fortement. Et ça s'est passé plusieurs fois. Et vraiment, le moment, pendant toute cette période-là, on est rentré aussi dans une crise dans le secteur pétrolier. On a eu le baril de pétrole qui a chuté de $140, qui était l'Eldorado, à $28 le baril. Donc, imagine l'impact sur le secteur pétrolier. C'était un vrai crash. Et donc, c'était une société de 80 000 personnes à l'époque à Liberton. Et fin 2015, début 2016, on était déjà à 20 000 personnes qui avaient été licenciées, quoi. Donc, c'était vraiment un cataclysme. Et donc, moi, de mon côté, en tant que directeur de département, on me demandait aussi de mettre des personnes dehors, quoi, alors que notre département se portait très bien financièrement parlant. On avait des très bons chiffres. On venait de signer un magnifique contrat avec Shell sur les 5 années prochaines. Et donc, mais malgré tout, on me disait, voilà, Sébastien, tout le monde met dehors, tu t'alignes à tout le monde. Et donc, il faut savoir qu'au Gabon, il y avait une règle, c'était 80% de local content, ce qui veut dire que 80% de notre personnel était des Gabonais. Les 20% restants étaient des expatriés d'un peu partout. Et donc, on me demandait de réduire le personnel, les expatriés et les locaux. Mais il faut savoir que les locaux, s'ils n'ont plus de boulot, ils vivent dans la précarité. Et donc, on me demandait de faire des choix qui n'étaient pas du tout en phase avec mes valeurs, puisqu'on avait un business qui tournait bien, mais malgré tout, on voulait augmenter la profitabilité pour peut-être contrecarrer les autres départements qui ne se passaient pas aussi bien, quoi. Et donc, il y avait aussi ce questionnement de valeur par rapport à la société dans laquelle je travaillais. Et en plus de ça, j'avais eu ma compagne. J'étais avec ma compagne depuis plusieurs années. Elle était venue s'installer au Gabon. Et ça ne se passe, voilà, la transition de là où elle habitait au Qatar avant, elle est venue s'installer au Gabon avec moi. La transition ne s'est pas bien passée. Et donc, ça a amené un petit peu d'amertume aussi dans notre couple. Et donc, voilà, c'était crise pétrolière, Colin MacArthur qui vivote et ma compagne qui, au final, a quitté pour aller à Glasgow pour faire un doctorat. Ben, je me retrouve à l'âge de 31 ans tout seul au Gabon dans un contexte qui n'était pas très agréable. Et donc, l'élément déclencheur a été le 31 décembre 2015, comme quoi il y a des dates qui marquent comme ça dans la vie, où je suis au ski avec mon frère et des potes et on sonne les 12 coups de minuit. Et là, je sonne à mes parents pour souhaiter la bonne année. Et au téléphone, je craque comme un enfant, quoi. Vraiment, des larmes à n'en plus finir. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était une tristesse d'être loin de la famille, une tristesse de... Voilà, ça manquait de cohérence, ça manquait de cohésion, tous mes choix, en fait. Et donc, la semaine qui a suivi, je suis rentré en Belgique, j'ai écrit un mail à mon boss et j'ai dit, écoute, donc dans une période de crise, je dis, écoute, je ne veux plus travailler en Afrique, je veux revenir en Europe, trouvez-moi un boulot en Europe. Je savais très bien que c'était impossible puisqu'il y avait des gens même qui se battaient pour pouvoir garder leur boulot en Afrique et que l'Europe, c'était un petit peu la petite place pépère, hein, vivre en Europe par rapport à ceux qui vivent en Afrique. Et donc, je savais que je ne serais pas accepté. Mais c'était une façon pour moi de sonner l'alarme pour dire il est temps que les choses changent, quoi. Et donc, on a commencé un petit peu à avoir des discussions et donc, on a réussi à… Moi, j'ai dit, bah voilà, si c'est comme ça, moi, je ne reste pas chez Halliburton. Et donc, on a réussi à avoir un compromis où je devais rester 3-4 mois de plus pour faire un audit qui soit une réussite et ensuite, eux, me feraient sortir en quelque sorte dans des conditions qui m'étaient très favorables pour pouvoir, moi, me lancer par après dans ma vie d'entrepreneur à temps plein. Et donc, voilà que le 19 février 2016, je rentre en Belgique. Voilà, c'était l'idée, c'était, voilà, je fais le grand saut et je me consacre à temps plein à Colin MacArthur. Et donc, voilà, les choix de vie, en fait, n'ont pas été faits pour des raisons financières, mais plus pour une raison de conviction et de choix de vie. Et certainement de valeur aussi, parce que je n'arrivais pas à me retrouver dans cette communauté qui était à Halliburton, de par leurs valeurs et leur objectif. Et donc, voilà que
Du coup, j'ai en quelque sorte renoncé à une place qui financièrement était très confortable, avec des avantages qui étaient non négligeables, pour au final me lancer dans une aventure un peu plus entrepreneuriale et beaucoup plus à risque en quelque sorte, quoi. Tout à fait. Donc, comme quoi, il est super important dans le discours que Sébastien est en train d'échanger avec nous, qu'il est super important de bien garder ses valeurs personnelles et surtout faire attention au bonheur au sein du travail, etc. Top, merci Sébastien. Florian? Écoute, si ça ne te dérange pas, on va parler maintenant de Colin MacArthur, donc vraiment du projet. Et notamment, donc, tu as un peu commencé à parler de ça, donc des montres communautaires qui sont devenues des montres historiques. Est-ce que je peux le dire comme ça? Est-ce que tu pourrais nous justement parler de ce passage et un peu du début de Colin MacArthur et comment ça a évolué au début? Ouais, bien sûr, pas de problème. Alors, donc les débuts entre 2011 et 2016, pas trop de problèmes parce que c'est, comme je dis, c'était plus comme un hobby. C'est en 2016 que les choses se compliquent, puisque je quitte mon boulot. Et alors, il faut savoir que lorsqu'on fait des choix comme ceux-là, qui ne sont pas forcément en phase avec des choix, si je peux m'exprimer ainsi, de générations passées, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple mes parents, peut-être les vôtres aussi, c'est qu'on cherche beaucoup plus la sécurité financière. Je pense que nous, on est une génération qui recherchons plus l'épanouissement personnel avant tout. Et donc, du coup, quitter un boulot comme celui-là, où tout est bien établi, pour un projet risqué où il n'existait rien au final. Hein. C'était, comme je disais, c'était un business qui ne faisait pas plus que 50 000 €, donc pas grand-chose, même pas pour se payer un salaire. Et donc là, il y a une pression sociale. Donc les parents, c'était enfin, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Pourquoi est-ce que tu as fait ces choix-là? Ça n'a aucun sens. Pareil pour les amis, c'était écoute, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu avais tout ce qu'il te fallait, quoi. Et donc il a fallu avec mes parents avoir quand même quelques mois où j'ai dû les rassurer en disant écoutez, je sais ce que je fais. Parce que c'est important, je veux dire, c'était important pour moi d'avoir quand même le support de la famille, on va dire. Et donc, je n'avais pas envie qu'ils s'inquiètent pour moi. Qui plus est, j'avais plus de 30 ans, donc logiquement, j'étais une personne qui était censée être indépendante. Et donc, je voulais leur prouver que les choix que je faisais, c'était vraiment en bonne connaissance de cause. Donc, il y a eu beaucoup de discussions pour ne pas qu'ils s'inquiètent, bien que le projet ne démarrait pas forcément. Donc 2016, quand j'ai quitté, moi dans ma tête, c'était bon, je me donne 10 mois, et dans 10 mois, en passant d'un projet comme hobby où on passe une ou deux heures par jour à un full time, forcément ça doit décoller, quoi. Et donc je me suis retrouvé fin 2016 avec une activité qui n'avait pas bougé d'un poil, bien au contraire, ça avait diminué. Donc le chiffre d'affaires qu'on faisait en 2015 de 50 000 €, il avait chuté à 25 000 € en 2016. Et donc imaginez la pression quand vous vous dites je quitte mon boulot, je quitte tout pour vraiment me concentrer là-dessus. Et au final, vous avez un chiffre d'affaires qui dégringole, vous vous dites il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Hein. Et donc j'ai continué, je me suis dit bon allez, on se donne encore une année supplémentaire jusqu'à fin 2017. Et donc, toujours dans ces montres communautaires. Donc, c'était identifier soit des régiments de l'armée, soit des clubs de sport, soit des sociétés qui fêtent un anniversaire et leur proposer des montres communautaires. Donc, offrir une montre où il y a un sentiment d'appartenance. On a essayé la table ronde, on a essayé le Rotary Club. Voilà, toutes des communautés vraiment très distinctives. 2017, fin 2017, pareil, chiffre d'affaires toujours au même stade, 25 000 €. Donc, catastrophe, quoi. L'avantage, c'est que pendant l'année 2017, j'avais l'habitude, vu qu'on servait la garde royale, pour laquelle on a toujours la licence aujourd'hui, j'avais intégré un club qui s'appelait la Chambre belgo-luxembourgeoise de Londres. Et il m'avait mis en contact avec le chapelain de la reine Elisabeth, Paul Wright, ça c'était son nom. Et donc il m'avait dit bon écoute, est-ce que ça t'intéresse de rencontrer les chapelains, tu es le fournisseur de la garde royale, ça pourrait être sympa d'échanger avec cette personne. Et je dis bah, bien sûr, quoi, génial. Et donc ils organisent un rendez-vous et donc me voilà invité au St. James Palace, qui est le palace
où la reine Élisabeth II a sa vie spirituelle. C'est là où elle prie, etc. Et donc, je vais là, je prends le thé avec le chapelain pendant 1 heure. Et à la fin de notre entrevue, il me dit, écoute, tu devrais faire une montre Poppy. Et donc, le Poppy, c'était le fameux coquelicot qui est l'emblème de la paix dans tout l'ancien empire britannique, aujourd'hui le Commonwealth. Et donc, je rentre en Belgique, sourire aux lèvres, me disant, je vais faire une montre Poppy, quoi. Hein. Et donc, j'en parle à mon associé, à Ian Wood. Et là, le clash entre le court terme et le long terme. Et donc, moi, je voulais lancer une montre commémorative pour les 100 ans de l'armistice. Et Ian Wood ne l'entendait pas de cette façon, puisque l'argent qui était dans la société, il ne voulait pas le dépenser pour des projets à si long terme. Et donc là, on a commencé à être à contresens, mais pas grave, puisque je reviens sur le fait que j'avais la majorité dans la société, c'était 60-40, et donc j'avais l'avantage pour faire les choix stratégiques de la société. Et donc j'ai investi ce qu'il faut pour lancer la montre Armistice, et donc dans ma tête, je voulais lancer ça fin 2017. Si ce n'est que fin 2017, je n'étais très loin d'avoir terminé le design de la montre, etc. Et donc, fin 2017, me revoilà de nouveau à faire face à mes responsabilités et à mes choix. Je finis l'année avec un chiffre d'affaires de 25 000 €, et donc je reporte d'1 an, de nouveau, pour lancer la montre Armistice le 11 novembre 2018. Et donc, au final, je me retrouve en 2018, 2 ans après avoir quitté Colin McCarthy, alors que dans ma tête, c'était dans 6-7 mois, c'est parti, ça cartonne et je vis de cette société, quoi. Et donc, pendant plus de 2 ans, j'ai vécu sur les épargnes que j'ai pu faire pendant mon parcours chez Halliburton. Et donc, 2018, je me concentre sur cette montre commémorative. Et en fait, tout vient du fait que je me suis un peu renseigné sur l'armistice et je me rends compte que tout se passe dans un laps de temps très court. Il faut savoir que l'armistice de la Première Guerre mondiale, c'est très, très spécifique comme histoire, puisque la signature de l'armistice et le cessez-le-feu, il s'est passé 6 heures. On a 6 heures, on a eu encore plus de 800 soldats qui ont été morts du côté allié. Et donc, je voulais raconter cette histoire, moi, de ces 600 soldats au travers du design de la montre. Et donc, c'est comme ça qu'on est rentré dans un concept de montre commémorative où, en apposant des symboles sur la montre, on arrive à raconter un aspect historique très spécifique. Et donc, la montre, pour ceux qui veulent le voir, allez sur le site. La montre Armistice, c'était la toute première montre commémorative qu'on a lancée et qui raconte ce qui a pu se passer le jour du 11 novembre dans un aspect chronologique, on va dire. Mais en mettant en avant aussi chaque soldat, le dernier soldat de chaque pays est tombé sur le champ de bataille. Donc, vous avez George Ellison pour les Anglais, Augustin Trébuchon pour les Français, Marcel Terre pour les Belges, Henry Gunter pour les Américains, avec une heure très spécifique pour l'heure où ils sont tombés au final. Et donc, il y a à chaque fois une remise à l'honneur et une remise à l'honneur de ces soldats et de ces personnes qui, à l'époque, se sont sacrifiés et qui ont des valeurs très nobles au final, puisque ces sacrifices se sont faits pour que nous, on puisse vivre dans les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui. Si ces sacrifices n'avaient pas été faits à l'époque, où serait-on aujourd'hui? C'est aussi ça la question, et c'est aussi une remise en question qu'on veut que les gens prennent un petit peu de distance et que disent, oula, qu'est-ce qui s'est passé par le passé pour qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui, avoir une qualité de vie qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, c'est de là que tout a commencé et on a voulu en faire une mission. Et donc, on a changé vraiment l'ADN et l'identité de Colin McArthur pour vraiment se spécialiser dans les montres commémoratives. Et donc, la petite anecdote aussi qui est assez marrante ou pas, ce sera à vous de le juger, et comme quoi le karma peut aussi jouer dans le business, c'est que fin octobre, Ian Wood n'en pouvait plus de ce business. Et donc, dit, écoute, moi, je veux quitter. Enfin, ça avait commencé déjà en juin, donc on a commencé à chercher après un nouvel investisseur pour acheter les parts d'Ian Wood. Et donc, fin octobre, Ian Wood revend ses parts. Et donc, 2 semaines plus tard, on a eu la chance que la montre Armistice soit offerte par le maire Marigny à Compiègne, donc la ville où l'armistice a été signé lors de la Première Guerre mondiale, au président Macron et Angela Merkel. Ça faisait depuis la Seconde Guerre mondiale où un représentant politique allemand et français ne s'était plus retrouvé à Compiègne. Et donc là, après 100 ans, Macron et Merkel se retrouvent à Compiègne et le maire Marigny offre une montre
ces deux responsables politiques. Et alors, la petite histoire aussi qui est marrante, c'est lorsque on met ça en place avec la mairie, je me dis, bon, on va pouvoir, il y avait énormément de caméras, etc. On s'est dit, on va avoir une magnifique visibilité, quoi. Donc, je vais le jour des commémorations et j'attends dehors et je vois que la montre n'est jamais offerte au président Macron et à Angela Merkel. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Alors que je m'attendais à ce que ça fasse un boom. Et la petite parenthèse, c'est que ça faisait déjà 2-3 mois que je travaillais sur ce projet et que c'était la dernière chance. Donc, si là, ça ne fonctionnait pas, je retournais chez Halliburton, mais là, c'était vraiment définitif. Et donc là, je vois que pas de montre offerte, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc, on voit Merkel et Emmanuel Macron sortir du fameux wagon où c'était ce qu'il y avait un armistice et il ne se passe rien. Et donc, c'est par après, on m'a fait savoir que le président Macron avait souhaité ne pas recevoir cette montre devant ce cadeau protocolaire devant les caméras pour une question de éviter toute superstition, toute approche négative de qui que ce soit. Et donc, je me dis, merde, c'est foutu, quoi. Donc, le coup de pub que je voulais avoir avec Macron et Merkel, c'est terminé, quoi. Et donc, je rentre, on va aux commémorations à Mons après les commémorations à Compiègne. Mais bon, là, vraiment dépité, puisque je me dis, c'est terminé, quoi, il ne se passera rien. Malgré tout, on fait un communiqué de presse, on rentre au bureau, on fait un communiqué de presse qu'on envoie dans le nord de la France et en Belgique. Et c'est le Nord Picard qui finalement a décidé d'écrire un petit article sur l'intention d'offrir une montre symbolique, qui a été vu par la Meuse en Wallonie. La Meuse a réécrit un très bel article disant que cette montre avait bel et bien été offerte, mais à l'abri des regards. Et c'est l'antenne France 2 de Bruxelles qui a tous des écrans dans leur bureau qui voit défiler cet article dans la Meuse, quoi. Et donc France 2 me téléphone, il me dit, écoutez, est-ce que c'est vrai cette histoire de montre qui a été offerte? Je dis oui, elle a été offerte. Est-ce qu'on peut faire un reportage? Je dis pas de problème. Et donc on fait un reportage, ça passe sur Télématin, qui passe à 6h30 du matin. Donc on se dit, 6h30, il n'y a personne qui regarde la téloche, quoi. Et donc, je ne me réveille même pas le matin pour regarder à la télé parce que je me dis, c'est un coup de rôle. Et je mets mon téléphone sur mais j'étais exténué parce que ça faisait des mois que je me faisais crever, excusez-moi l'expression, mais pour essayer de faire décoller ce business, et ça n'allait pas. J'étais vraiment sur les genoux, quoi. Et donc, je ne me lève pas ce jour-là. Et je me dis, bon, c'est terminé, quoi. Et puis là, je commence à entendre mon téléphone vibrer. Zzz, zzz, zzz. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je regarde mon téléphone, c'était toutes les commandes qui tombaient. Et donc, en l'espace d'un jour, on a eu 150 montres vendues. Donc, c'était un chiffre d'affaires de plus de 50 000 €. Chiffre d'affaires qu'on fait normalement en un an. Waouh! Et donc, c'était le début de l'aventure Colin MacArthur avec les montres commémoratives. C'est là où tout a commencé. Et donc, ce qui est marrant, c'est les questions n'étaient plus les mêmes de faire démarrer un business, mais c'était plutôt comment est-ce qu'on va faire pour livrer toutes ces montres, quoi. Et donc, d'un challenge, on a jumpé au suivant, où on a dû mettre en place, trouver déjà un horloger qui était capable de monter des montres dans un rythme assez effréné. Et donc, on a terminé l'année 2018 avec 205 000 € de chiffre d'affaires. Et donc là, c'était parti. Ça nous permettait d'avoir de la trésorerie pour lancer une nouvelle collection. Pas de se rémunérer, parce que l'idée n'était pas d'en vivre pour le moment, moi, personnellement, mais c'était plus de nourrir le bébé Colin MacArthur pour qu'il grandisse le plus rapidement possible, quoi. Moi, du coup, Sébastien, alors, oui, désolé, Florian, je te coupe, mais la procédure, justement, pour offrir cette montre à ces personnalités, tu sais nous en dire plus sur vraiment le côté procédurier? Parce qu'on imagine que tu n'arrives pas comme ça au milieu d'hommes politiques et de femmes politiques avec ton beau côté. Et voilà, on imagine qu'il y a… Alors, l'histoire est un petit peu… et c'est là aussi que… Je pense qu'il faut savoir défoncer des portes de temps en temps. Et donc, c'était, je pense, au mois d'octobre. Je devais aller sur Paris pour aller au musée des Invalides pour essayer de trouver des partenariats. Avec notamment, il y avait une institution des Bleuets à Paris. Bref, j'allais là-bas pour essayer de trouver des partenariats qui aient du sens et de la visibilité.
Et donc, je suis en route pour Paris et je passe près de Compiègne, là où je n'avais encore jamais été. Et je me dis, bon, allez, je sonne à la mairie. Et donc, je sonne à la mairie, je dis, écoutez, voilà, j'ai fait une montre commémorative pour les 100 ans de l'armistice. Est-ce que je peux vous rencontrer le responsable communication? Ok, mais bon, j'avais déjà eu quelques contacts auparavant, mais jamais rien de concret. Donc, il m'avait dit, ok, venez, vous avez 15 minutes pour me présenter la chose. Je vais à Compiègne, à la mairie, je rencontre le type et il me dit, bon, montrez-moi ça. Ben, je lui montre la montre, très bel objet. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, je dis, j'aimerais bien que la montre soit offerte au président Macron. J'ai entendu qu'il venait ici pour les 100 ans. Et donc, c'était qui tout double. Soit on me rigolait au visage, soit on me disait, bah, écoutez, on va voir en interne, quoi. Et finalement, on m'a dit, écoutez, il m'a dit, j'appelle mon directeur. Le directeur est venu, il a regardé la montre, il dit, montre très sympa. On va en discuter en interne et on vous reviendra. Il m'est revenu, il m'a dit, écoutez, ça nous intéresse, on va soumettre l'idée à l'Élysée. Donc le projet a été soumis au protocole, à l'équipe protocolaire de l'Élysée pour voir s'il était possible d'offrir une montre qui avait quand même un but commercial et normalement ils n'acceptent pas. Mais de par la symbolique qu'il y avait là derrière, c'était plus un cadeau symbolique qu'un cadeau protocolaire symbolique, qu'une approche commerciale. Et donc ça a été accepté. Donc j'ai dû envoyer la montre en avance à Compiègne pour qu'elle soit soumise à l'équipe de déminage, puisqu'on était dans l'époque un petit peu, il y avait une peur au niveau de tout acte terroriste. Et donc, elle est restée à la mairie jusqu'à temps qu'elle soit offerte au président Macron. Donc, voilà un petit peu comment ça s'est passé, quoi. Merci pour cette explication de procédure. C'est incroyable. Alors, Lionel, je pense que tu peux… Top. Ben justement, moi j'ai une petite question par rapport à, on va dire, les autres thématiques, parce que là, tu es en train de nous parler de la thématique autour de la Première Guerre mondiale, etc. Mais tu as sorti aussi d'autres thématiques, Sébastien. Comment t'es venu cette idée-là de passer après on va dire, de l'esprit Première Guerre mondiale à d'autres thématiques comme la minage? Ouais, je comprends. Alors, une fois qu'on a eu terminé, une fois qu'on a rencontré ce succès, la question qu'on s'est posée, c'est la petite parenthèse que j'ai oubliée par contre. Comme je vous ai dit, hein, Ironwood quitte fin octobre, 2 semaines plus tard, c'est le gros boom. Et donc là, je voulais aussi mettre l'accent là-dessus, c'est que si vous lancez un business, éloignez-vous des ondes négatives. Prenez seulement tout ce qu'il y a de positif autour de vous. Et croyez-moi que l'impact de ces ondes peut vraiment avoir un impact sur vous et sur votre ouverture à trouver des opportunités autour de vous. Donc, c'est très important de vous entourer de bonnes personnes pour vraiment être, on va dire, tiré vers le haut, quoi. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Une fois qu'on a réussi ce coup de pub, on va dire, avec l'armistice, la question qu'on s'est posée, tiens, est-ce que les gens ont acheté cette montre de par le concept qui est sympa et qui plaît, ou est-ce que c'est simplement parce que Emmanuel Macron l'a reçu et que c'est un chouette influenceur et que du coup les gens l'achètent? Donc on était encore très loin de répondre, on avait encore beaucoup de questions en suspens, de savoir si Colin McArthur allait vivre sur le long terme, quoi. Et en parallèle, lorsque je travaillais sur le projet Armistice, j'avais déjà, on va dire, entrepris d'autres démarches au cas où, et donc il y avait les 60 ans des Schtroumpfs. Et donc je me suis dit, après l'armistice, pourquoi pas faire une montre pour les Schtroumpfs? Et donc, j'ai été voir IMPS à Genval, qui ont la propriété intellectuelle des Schtroumpfs, qui a été créée par la fille de PE. Et donc, on a eu la licence pour faire les Schtroumpfs. Et donc, on a sorti ensuite, après la montre armistice, on a sorti la montre Smurf 1959. Et donc, c'était une façon pour nous de valider jusqu'où pouvait aller le concept, c'est-à-dire qu'on traite d'un côté le militaria qui est quand même relativement lourd, qui est assez dramatique, et de l'autre côté, les Smurfs qui sont beaucoup plus c'est gay, quoi. C'est des thèmes qui sont aux antipodes. Et donc, si ça fonctionnait, ça voulait dire qu'on pouvait ratisser un spectre de sujets qui était infini. Malheureusement, les Schtroumpfs ne sont pas passés comme on le voulait. Mais voilà, ça ne voulait pas dire que le concept n'était pas bon, c'était plus que le sujet en lui-même n'était peut-être pas pertinent pour des montres commémoratives.
maintenant, il y a des fois où je dis je regrette de l'avoir fait, et il y a des moments où je me dis il fallait que je le fasse pour valider certaines hypothèses. Et donc voilà, ça fait partie de l'histoire de Colin MacArthur. La suivante qu'on a sortie, c'était la montre Da Vinci 500 pour les 500 ans de la mort de Leonardo da Vinci le 2 mai 1519. Et donc le 2 mai, c'était 6 mois après l'armistice. Et là, par contre, c'est simplement en février où j'ai mon nouvel investisseur qui m'a dit tiens, regarde, il y a un article, c'est les 500 ans de Da Vinci dans 3 mois, est-ce qu'on ne ferait pas une montre? Je me dis mais dans 3 mois, c'est impossible, quoi. Malgré tout, je me dis je ne peux pas laisser passer l'occasion, donc on fait une montre Da Vinci dont la singularité, c'est qu'elle tourne complètement à l'envers. Donc, vu que Leonardo da Vinci écrivait de droite à gauche, il avait cette fameuse écriture ésotérique qu'on appelle, on a décidé de prendre un mouvement complètement inversé où vous devez lire l'heure en effet miroir. Après 24 heures, on s'y fait, quoi. Donc, c'est vraiment une montre qui peut être portée et être utilisée comme une montre classique, si ce n'est qu'il y a une très belle symbolique et une très belle histoire derrière. Et donc, ça a été... en 3 mois, on a développé ce produit, mais la production n'était pas là. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? C'est de dire, voilà, vous l'achetez, mais vous la recevez seulement dans 3 mois. Et donc, l'hypothèse aussi qui a été faite ici, c'est que les gens, pas grave qu'ils attendent 3 mois, parce que ce qu'ils veulent, c'est vraiment cette symbolique, et c'est avoir un exemplaire de cette collection. Et donc, là, de nouveau, on mettait en questionnement de nouveau ce genre d'hypothèse. Et finalement, on s'est rendu compte que ça a très bien fonctionné puisqu'on a lancé la montre Da Vinci au sein de l'exposition itinérante Da Vinci qui était à Liège au musée de la vie wallonne. Et donc, j'ai fait un partenariat avec eux où on a fait une conférence de presse et de nouveau, on a eu la RTBF et RTC qui sont venus. On est passé au JT et donc pareil, on a eu plus de quelques centaines de montres vendues en quelques semaines, donc une très belle réussite aussi. Et donc là, on validait le fait que finalement, c'était pas parce que ça avait été offert au président Macron, mais c'est de par le concept et de traiter des sujets qui soient universels. Et puis aussi le fait d'avoir une montre qui tourne complètement à l'envers, c'est quelque chose qu'on ne trouve presque pas sur le marché. Il en existe, mais pas avec la symbolique, pas avec l'histoire qu'il y a là derrière. Donc tout ce qu'on choisit comme singularité sur chacune de nos collections, il y a forcément une explication à cela. Et donc, voilà, Da Vinci a très bien fonctionné. 2 mois plus tard, le 21 juillet, on lançait la fameuse Lunar 1969, qui a détrôné l'année passée la Da Vinci 500, puisque la Da Vinci 500 était notre best-seller en 2019. Notre best-seller 2020 est de loin maintenant la Lunar 1969, dont la singularité est d'avoir un fragment de météorite lunaire serti dans la montre. Et donc voilà, 2019, on a eu des très belles collections, et 2020, on a eu aussi la Dunkerque 1940, qui comporte des cristaux qui ont été faits à partir du sable de la plage de Dunkerque. On a fait ici un partenariat avec les cristalleries du Val-Saint-Lambert. Donc, on a apporté le sable de la plage de Dunkerque. Pareil, là, il a fallu avoir des dérogations très particulières pour pouvoir utiliser le sable de la plage, puisque légalement, on n'est pas autorisé, si ce n'est avec une dérogation de la protection du littoral. Et donc, on a eu cette autorisation. Et donc, on a une montre dans laquelle se trouve du sable de la plage de Dunkerque. La montre Lunar 1969, on a aussi proposé des vols dans le proche espace qu'on propose toujours maintenant. Le prochain vol, c'est en juin ici. Et donc, toute personne qui achète la montre Lunar 1969 a la possibilité d'envoyer sa montre dans le proche espace à 35 km d'altitude, moins 60 degrés de température, et de récupérer les montres en parachute et de les livrer après ce baptême dans le proche espace. Donc, on essaie vraiment de proposer des expériences clients qui soient hors normes, en quelque sorte. Une expérience, on va dire, extraordinaire. Justement, pour bondir là-dessus, donc je pense que le point de vue marketing de la montre est super important pour votre projet. Vous m'entendez bien? Je vois que vous plissez les yeux. Oui, c'est bon alors. Et du coup, on aimerait bien un peu savoir en quelques mots comment ce marketing se met en place, les phases de réflexion et finalement comment est-ce que vous le mettez en place. Vous prenez des moments commémoratifs, ça doit jouer beaucoup, mais comment est-ce qu'on communique autour de ça? Alors, je dirais que le marketing, c'est la fondation de tout. Lorsqu'on lance une marque, s'il n'y a pas de marketing, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de cœur. Et je pense que l'identité, l'ADN, le positionnement d'une marque, c'est vraiment le cœur de cette marque.
Nous, pour commencer, et ça, j'ai eu la chance, moi, d'avoir un coach qui s'appelle Salvatore Iannello, qui est maintenant le CEO de chez Galère, qui m'a coaché, qui m'a dit, écoute, Sébastien, ce qui te manque, c'est les guidelines et c'est vraiment l'ADN de ta marque. Qui es-tu et pourquoi tu fais ça? Pourquoi Colin MacArthur existe? Et donc, je pense que une fois que j'ai établi cette guideline et cette carte, cette map qui me permettent de définir qui est Colin MacArthur, je pense que ça m'a énormément aidé, ça m'aide toujours au jour d'aujourd'hui pour savoir vers où je veux aller avec Colin MacArthur. Donc, lorsque j'étais dans les études, le marketing, je le trouvais inintéressant. Maintenant, je pense que c'est le marketing qui est la pièce essentielle. En tout cas, ça fait partie des pierres angulaires d'une marque. La qualité du produit, la qualité du service, je dirais, mais peut-être un peu secondaire, mais qualité du produit. Marketing, donc l'ADN de la marque, et expérience client, je dirais que ce sont les 3 pièces angulaires pour faire d'une marque une réussite. Et donc, voilà, j'ai établi, en fait, bizarrement, avant même d'établir l'identité, l'ADN de cette marque, inconsciemment, je les avais déjà, mais sans m'en rendre compte. Donc, cette guideline était en moi, mais j'avais besoin certainement de la retranscrire sur papier pour me rendre compte de ce qu'elle représentait. Et donc, en fait, l'ADN de Colin MacArthur est basé sur la pyramide de Maslow. Et la pyramide de Maslow, à un moment donné, lorsque tous vos besoins sont remplis, que ce soit les besoins financiers, la nourriture, le sexe, avoir un abri, une fois que tout ça est rempli, c'est l'appartenance à une communauté. Et qu'on le croit ou non, lorsqu'on traite un sujet commémoratif, on touche à cette appartenance à une communauté parce que vous appartenez à cette communauté qui a un intérêt pour ce sujet donné. Et donc, on crée un besoin en faisant ça. On s'atteint vraiment à la pyramide de Maslow, qui est un concept théorique qui a été avéré à multiples reprises. Et donc, au final, on a utilisé cette pyramide de Maslow pour identifier l'ADN de Colin MacArthur. Et donc, cet ADN, répondre à ce why, à ce pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est certainement la première des questions qu'on doit faire, qu'on doit se poser avant d'aller plus loin dans le développement d'un univers de marque. Parce qu'au final, ce sera ça qui définira aussi toutes tes stratégies par après et qui va vraiment… C'est de là que tout va découler, je suppose. C'est de là que tout découle. C'est le cœur même d'une marque, je pense. Et de là découle tout le reste. Mm-hmm. Et pour ce qui est des sujets traités, ben, en fait, c'est plus traiter des sujets universels. Et je pense que si on a un minimum d'empathie, on est capable de savoir si un sujet va forcément toucher suffisamment de personnes pour en faire un sujet. Lorsque vous traitez Da Vinci, les 50 ans de l'homme sur la Lune, la Battle of Britain, le mois prochain sur la Magellan, qui n'a jamais entendu parler de Magellan quand on était derrière les bancs d'école. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que, ayant été un très mauvais élève en secondaire, chaque fois que je touche un nouveau sujet, c'est une façon de rattraper mon retard lorsque je faisais n'importe quoi sur les bancs d'école. Et c'est ça qui est bien, c'est allier son boulot et ça permet d'évoluer à chaque fois qu'on traite un nouveau sujet. Sur chaque nouveau projet, mes connaissances dans l'histoire augmentent, mais c'est aussi l'histoire de l'horlogerie qui deviennent meilleures et qui plus est, ça étoffe aussi les collections que l'on fait. Donc, ce n'est que du positif lorsqu'on a un nouveau projet. Ok, parfait. En fait, Sébastien, je vois le temps qui avance super vite et je sais qu'on a envie encore de parler de plein de choses. Je sais que tu es quelqu'un de vraiment top au niveau du management avec tes équipes, etc. Donc, c'est certain que malheureusement, on ne sait pas parler de tout sur 1 heure de temps. Donc, c'est vrai que j'invite aussi peut-être des prestataires à te contacter justement pour pouvoir parler, pour pouvoir t'inviter sur des plateaux TV, etc., pour parler de tout ça. Par contre, moi ici, j'ai juste une dernière petite question, Sébastien, c'est par rapport à ton parcours, etc. Si demain, tu dois recommencer, est-ce que tu fais le même ou alors est-ce que tu te lancerais peut-être plus vite dans l'entrepreneuriat? Non, non, je ne changerai rien. Non, je ne changerai rien. Maintenant, ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est bien ce qu'on a tendance à faire, c'est un petit peu d'embellir les choses aussi. Il
ici, ça fait 2018, ça fait maintenant plus de 2 ans et demi maintenant que Colin MacArthur tourne, qui permet de lancer des nouveaux projets, etc. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les challenges ne s'arrêtent jamais. Et encore au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, ces dernières semaines, je fais face à des problèmes qui de temps en temps m'empêchent de dormir aussi, parce que ce sont des problèmes d'une toute autre nature, mais voilà, lorsqu'on lance sa marque ou sa société, c'est des choses qui nous prennent à cœur. On est très émotionnel là-dessus. Et donc, si les choses ne se passent pas comme on le veut, ou s'il y a des choses qui sont manquantes ou des challenges qui sont à venir, ce sont des choses qu'on prend énormément à cœur. C'est très, très difficile de prendre du recul par rapport à tout ça. Et donc, penser que Colin MacArthur, ça a l'air top, ça a l'air de bien tourner, et, c'est toujours compliqué. C'est toujours derrière le rideau, c'est différent. C'est pas aussi simple que ce qu'on ne le prétend. Et toujours des remises en question et toujours des choses qui nous inquiètent. Encore au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où sera Colin MacArthur dans 5 ans. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la chose aussi belle, c'est que on ne sait pas ce qui nous attend. Je ne savais pas que j'allais me retrouver dans l'horlogerie il y a 10 ans d'ici. Voilà, c'est ça qui est la beauté de la vie aussi. Mais rien n'est simple, rien n'est acquis. Et il faut pas se dire que lancer un business, ça va être simple, ça va être très compliqué. Ça va être beaucoup d'embûches, ça va être beaucoup de challenges, ça va être beaucoup de patience, beaucoup de sueur, mais beaucoup d'émotions aussi. C'est ça qui est chouette. C'est qu'il y a des moments magnifiques, des moments d'excitation, mais des moments aussi où on est au plus bas. Et ça, il faut être prêt à les assumer, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un super message pour tous les jeunes qui nous regardent, parce que c'est vrai que je vois le compteur depuis tantôt qui augmente de personnes sur le webinaire. Donc, c'est un super message que tu donnes à ce niveau-là, quoi. Sonia, je te laisse la parole. Attends, est-ce que j'ai remis mon micro? Oui. Oui, tout à fait, ça va. Oui, écoute, Sébastien, merci. On va clôturer cette session avec un petit thé ou café. Alors, j'ai 9 questions pour toi. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je t'écoute. Alors, open space ou bureau perso? Open space. LinkedIn, Facebook? Et de temps en temps, bureau perso. Ça dépend si on doit se concentrer. D'accord. LinkedIn, Facebook ou Instagram? LinkedIn. Lundi ou vendredi? Vendredi. Se dépasser ou dépasser les autres? Se dépasser, bien sûr. To-do list ou pas de to-do list? M'en parle pas, quoi. Non. Alors, petit déjeuner d'équipe ou after work? After work. Agir. Mais pour le moment, un peu compliqué, mais ça manque vraiment. On fait la parenthèse Covid, on se met dans une normale. Agir ou penser? Penser, agir et puis penser. Mais je dirais penser et puis agir dans la logique des choses. Alors, networking ou publicité? Pour moi, ce serait publicité. Et alors, je vais corriger. D'abord networking, et maintenant, là où j'en suis, c'est publicité. C'est dur de faire des choix. Ouais. Et alors, en un mot, allez, éventuellement, je t'en autorise 2. Ton futur, c'est quoi? Découverte. Je te remercie pour tes... Merci à vous, c'était très chouette. Allez Sébastien, dernière petite chose, je sais qu'il y a encore plein de projets qui sont en train d'arriver au sein de Colin MacArthur. On a eu il y a quelques temps d'ici, tu as sorti une montre, la Lunar. Est-ce que tu peux peut-être parler aussi peut-être de tes prochains projets qui sont en train d'arriver rapidement? Et je pense que tu as un petit message à faire au public qui est en train de nous suivre. Alors, niveau nouvelle collection, je pense que ça va être le nouveau best-seller, je pense, la prochaine. D'après tous les retours, là, ça fait un petit mois qu'on fait du teasing sur la toile et on a énormément de retours positifs. C'est les 500 ans de Ferdinand Magellan
c'est la première personne il y a 500 ans d'ici. En 1519, il a entrepris le tour du monde, la circumnavigation, donc le tour du monde en voilier, en partant d'Espagne pour aller vers l'Amérique et puis ensuite aller via l'océan Pacifique pour au final mourir à Mactan. Il a été tué par les autochtones là-bas. Et donc, c'était le 27 avril 1521. Et donc, on va commémorer Ferdinand Magellan ce 27 avril en sortant la nouvelle collection. On a aussi les 200 ans de Napoléon, le 6 mai. Qu'on va sortir, on devrait normalement la sortir en même temps. C'est un gros challenge parce que c'est deux collections qui se rapprochent énormément. Les designs sont terminés, mais en termes de communication, c'est très complexe de lancer deux aussi rapprochés. Et alors, qui pourrait changer peut-être la face de Colin MacArthur, c'est qu'en 2022, on est en discussion avec une personnalité dans le showbiz pour lancer une montre commémorative, mais je ne dirais pas quoi. Et là, on a énormément d'intérêt de la publicité, de la télévision belge et française pour être partenaire sur le projet. Et ce serait fin 2022, mais ça, voilà, il faudra suivre Colin MacArthur pour en savoir plus.